Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Le bonjour d'Algérie débarque chez vous et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette douce matinée du lundi 24 mai 2021. Bienvenue encore une fois sur Canal Algérie. Alors pour aujourd'hui, vous aurez au sommaire de ce nouveau numéro, comme tous les lundis, Aïda Mechri qui sera des nôtres pour sa rubrique psychologie. Nous reviendrons avec elle sur les terribles agressions contre les 9 enseignantes à Borj Badi Mortar, un événement traumatisant et en dehors des conséquences médicales bien connues des violences répétées qu'ont subies ces femmes, eh bien, les manifestations psychologiques passent souvent au second plan. Comment les repérer pour mieux les réparer? Notre psychologue nous aidera à y voir plus clair. Notre première invitée, Nadia Ouchar, est directrice de la communication au sein de l'ANBT, donc l'Agence nationale des barrages et des transferts, avec qui nous nous intéresserons à l'or bleu, l'eau qui se fait de plus en plus rare et donc de plus en plus cher en raison du stress hydrique sans précédent dont souffre l'Algérie. Nous ferons le point quant à l'état de la ressource hydrique aujourd'hui, ainsi que l'état de nos barrages. Juste après, nous vous parlerons des récompenses attribuées aux élèves, aux écoliers pour être plus précise, autres que les friandises bien sûr, un geste, un compliment ou encore un point, même un prix en fin de trimestre qui renforcerait le lien entre l'élève et son ou sa professeur. C'est ce que nous verrons avec Fela Braz qui nous amènera tout droit dans les couloirs d'un établissement primaire du côté d'Albiar pour vous faire vivre ces moments de joie. Pour notre dernier plateau aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir Amir Delmi, chanteur Chabi, le Chabi qui continue de susciter l'intérêt des Algériens, génération après génération, et qui a toujours été un art engagé depuis la révolution de l'indépendance de notre pays, l'Algérie. Et ça a continué après, notamment pour soutenir des causes qui nous sont très chères, comme la cause palestinienne. En tout cas, restez avec nous, le Chabi, c'est en fin d'émission. Mais dans les médias, vous le savez, c'est parti pour votre bulletin météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Les nouvelles du temps, c'est avec Fariel Chir. Bonjour Fariel. Bonjour à vous, Nour. Très souriante. Ah oui, comme d'habitude. Alors, quel temps il fera aujourd'hui? Pour aujourd'hui, c'est l'amélioration. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter un excellent réveil à tous ceux qui nous regardent ce matin. J'espère que vous êtes très nombreux. Excellent réveil donc pour aujourd'hui. Eh bien, comme vous l'avez sans doute ressenti, nous avons eu un léger rafraîchissement des températures. Ça va se maintenir aujourd'hui. Nous avons eu aussi hier soir, comme prévu par Météo Algérie, des pluies sous forme d'orage, plus marquées vers l'ouest et le centre-ouest, accompagnées d'un temps venteux. Aujourd'hui, donc, le soleil reprendra le dessus au fil des heures. À noter quelques faibles pluies sur la partie sud, notamment vers le Hogar, le Tassili. Beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages bas au lever du jour, puis le temps sera voilé près des côtes. Orageux à l'intérieur, vers l'extrême sud, le Sahara oriental, des soulèvements de sable, avec des remontées de sable, encore une fois, vers l'intérieur ouest et centre. Les températures, les voici de saison en baisse au nord, surtout les maximales. On attend 24 degrés à Alger, il fera 24 aussi à Annabas Kikda, 25 Oran, 26 Limsan, Djilfa, 27 à Betna sur la partie sud, 36 cet après-midi à Hassim Saoud ou Led Jellal, 38 Gherdaya, 34 Béchar, 39 Tindouf, 45 le Sahara central, l'extrême sud, le Sahara oriental. Et c'est le maximum aujourd'hui. Place ce matin à l'état de la mer. Pour aujourd'hui, nous aurons une mer peu agitée avec des vents qui varient entre 20 et 30 km/h près des côtes ouest, entre 30 et 40 km/h au centre. Même chose pour les côtes est. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h56. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre présence. À tout à l'heure pour votre Envoi du ciel. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Des températures donc saisonnières au plus grand plaisir, notre plus grand plaisir. Merci Fariel.
Je vous en Merci, prie. on vous retrouvera donc après les éditions de midi et celle de 19h pour cette journée de la musique avant d'entamer votre matinale avec cette reprise de No Woman No Cry de Bob Marley, du Jamaïcain Bob Marley. Elle est reprise par Fidji, une chanson qui prône l'égalité. Je vous laisse apprécier. Donc, vous, Aïda Meshrik, nous allons commencer ce matin. Comment ça va? Super bien, alhamdoulilah. Très contente d'être parmi vous. Ah bah, nous aussi, on est très contents, surtout qu'on va parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur. Donc ce matin, on revient sur les terribles agressions contre les 9 enseignantes à Bourg du Badi Mortak. Un événement traumatisant. Alors déjà, face à des événements aussi barbares et durs, un suivi psychologique est forcément nécessaire. Ah, sans aucun doute. Moi, je dirais l'installation déjà du cadre qu'il faut, l'écoute qu'il faut. Mais avant ça, si vous me permettez, j'ai envie juste d'échanger avec Bien vous sûr. un événement extraordinaire qui était réalisé déjà les journées le 20-21 au niveau de la wilaya de Ouled Djellel, des journées d'études avec les familles des enfants autistes. Moi, je tiens à souligner un peu le passage de cet événement qui regroupait aussi les familles, les femmes, les enfants en difficulté avec une autre catégorie. Là où c'est important de revenir pour remercier déjà les organisateurs, à leur tête, Madame la déléguée nationale de l'organe de la protection de l'enfance, là où elle a veillé à organiser cet événement sous le patronage de Monsieur Louali, de la wilaya, de Ouled Djellel, Monsieur Aïssa Aziz Boras, qu'on tient à saluer pour sa présence, son aide, sa participation pour accompagner les professionnels de la wilaya, mais aussi les familles avec qui étaient présents déjà pendant tout le déroulement de l'événement. Et ça, c'est un témoignage de la bonne volonté dans la construction pour pouvoir vraiment soutenir ces professionnels dans le terrain. Aussi, remercier les médecins du secteur, le mouvement associatif, à leur tête, bien sûr, l'association L'Anis qui a veillé à organiser ça avec la société civile de la wilaya en collaboration avec les professionnels dans différents modèles. On a vu les femmes, on a vu les enfants qui étaient là jusqu'à heure tardive, participer, demander de l'aide, contribuer avec ce qu'ils pouvaient dans leur quotidien, dans l'accompagnement des enfants. Mais voilà que l'histoire de la femme bouge d'une femme avec détresse jusqu'à l'événement. Je crois qu'aujourd'hui, voilà qu'un événement traumatique nous secoue. Et voilà comment, si on touche à une femme, on touche probablement à ses enfants, à sa toute la stabilité, à toute une société, on détecte. Ici, je reviens un tout petit peu à tout ce que ces femmes vivent. Moi, je dirais quand même c'était un événement traumatique qui a bouleversé toute une société et on ne peut en aucun cas rester indifférent. Totalement. Alors, juste pour définir le traumatisme qui peut prendre plusieurs formes, on a le traumatisme médical qu'on voit en premier, hein, il y a des coups, des blessures, etc. Et le traumatisme psychologique qui vient bien après, voire des mois et des mois bien après. Moi, je ne vais pas dissocier les deux. Vous savez, un traumatisme physique entraîne souvent et toujours aussi un traumatisme psychologique beaucoup plus profond. Vous savez, ce qui menace, c'est quand on frôle cette image de mort, quand on frôle le seuil d'une agression, ça bouleverse l'équilibre de l'individu de l'intérieur. Et vous savez, ça peut, dans tous les cas, ça ne peut que détruire un tout petit peu une stabilité de l'intérieur. Et puis, vous savez, probablement que ce qu'on peut dire, ce que frôler un événement pareil nous demande de réagir par nos défenses, par nos mécanismes et par ce qu'on a quand même appris comme expérience personnelle dans des situations de détresse. Et je crois que la différence humaine aujourd'hui nous pousse à voir les différences comme ça de réaction par rapport aux gens. Il y en a ceux qui affichent un profil très solide, là où il nous semble qu'ils étaient vraiment très forts par rapport à ces événements pour pouvoir vraiment combattre, de se défendre. Et voilà qu'on trouve qu'un événement les a vraiment secoués de l'intérieur d'eux-mêmes. En parallèle, on peut retrouver aussi des personnes très vulnérables, anxieux, là où ils peuvent utiliser, ramasser toute leur énergie de l'intérieur et puis faire face avec des mécanismes de défense, là où ils peuvent trouver des issues, une force de l'intérieur pour se protéger. Et je crois que c'est pour ça que dans un événement pareil, on ne peut que souligner la différence dans les différentes réactions par rapport aux personnes. Il y en a ceux qui vont réagir au tic au tac par des crises très visibles, palpables, et puis
qui vont solliciter de l'aide. Il y en a d'autres probablement qui vont se culpabiliser, se refermer sur eux-mêmes, s'isoler. Ils vont souligner des symptômes qui seront de l'ordre alimentaire, quelques troubles alimentaires comme une boulimie, comme une anorexie, un refus catégorique de s'alimenter, des troubles de sommeil, des troubles dans la consommation, et quelque chose quand même qui nous invite à voir non seulement l'événement lui-même, mais les réactions des différentes personnes, là où il faut être vraiment attentif pour pouvoir les écouter. Tout à fait, et puis ça dépend d'une personne à l'autre. Absolument, absolument. L'histoire de chacun nous invite à être très, très attentifs, et probablement ce qui nous est demandé. S'il faut réagir rapidement et trouver les personnes ressources pour pouvoir les aider, ça sera l'idéal. De l'autre, les familles qui sont réservées, les personnes qui refusent d'emblée de donner la main ou de faire la demande d'aide d'emblée, je crois qu'il faut respecter à certains moments, il faut savoir les écouter dans la différence, les rassurer. Il y a quelque chose dans l'ordre de présence comme ça, qui est probablement ferme et utile pour la personne, qui n'est pas forcément dans la verbalisation, dans les phrases, dans les tirades. Là, on essaye probablement de secouer à fond pour les pousser à demander de l'aide ou à exécuter ou à prendre médicaments. Je crois que ça, on peut quelque part nuire à ces personnes, à leur stabilité, à leur rythme, ne serait-ce qu'à leur rythme. Il y a quelque chose qui se digère dans le temps, et de notre rôle professionnel de la santé mentale, de se rapprocher, physique aussi, les médecins, ils ont leur propre parole pour pouvoir se tenir, c'est de se rapprocher et puis d'aider d'une manière directe ou indirecte ces personnes. D'une manière indirecte. D'aider les familles aussi. Voilà. D'une manière indirecte, c'est les personnes ressources qui peuvent se retrouver dans la périphérie de ces personnes. Et puis, voilà, je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qu'on peut souligner et par force, c'est des situations, c'est des victimes, là où on a appris dans les événements traumatiques que souvent la victime se culpabilise, comme quoi que c'est de sa faute, elle aurait dû, c'est un tout petit peu, on essaye de chercher les causes quelque part par rapport liées à ces personnes. Je crois que la première aide serait de lui expliquer que ce n'est pas de sa responsabilité, ni de son plein gré. Il y a quelque chose quand même qui s'est installé. Bien sûr, ce n'est jamais de la faute de la victime, on est d'accord. Absolument, et c'est une personne victime de ça restera une personne victime qui a besoin d'aide. Tout à fait. Aïda, alors souvent on observe, on remarque qu'il y a des réactions incompréhensibles pour l'entourage de la victime, qui sont normales pour la victime, face à des situations totalement anormales, donc situations de violence provoquées. Comment ça se fait? On a des réactions neurobiologiques dans la tête de la victime qui fait qu'elle accepte certaines situations et qui ne les dénonce pas. Moi, je dirais peut-être que je vais utiliser d'autres mécanismes. Vous savez, ce n'est pas qu'il ne les dénonce pas, mais des fois, le cadre social, il bouleverse tellement l'individu de l'intérieur. On a une image qui n'est pas la nôtre, l'image de l'autre envers nous qui nous bouscule un tout petit peu. Vous savez, ce n'est pas évident de pouvoir vraiment s'afficher avec une étiquette, là où la société, vous savez que tout ce qui est cadre culturel, religieux aujourd'hui, fait que la femme, elle est protégée dans sa totalité, dans son quotidien, dans sa personne, et avec son statut de mère, de femme, d'épouse. Et aujourd'hui, être étiquetée, ce n'est pas évident par rapport au regard de l'autre. Donc j'imagine que c'est des personnes qui vont se protéger d'abord du regard de l'autre. Et puis, pourquoi ne pas lire aussi dans un autre sens? Vous savez, la victime, elle essaye souvent de se protéger par un déni, au lieu de vivre réellement tout ce qui est angoissant, terrible, la reviviscence de l'événement lui-même, des cauchemars nocturnes, des images répétitives. Vous savez, quelqu'un qui vous menace de mort, ça frôle un passage extrêmement douloureux pour la personne, une anxiété surtout lorsque ça vient d'un proche. Absolument, avec qui on vit ou qu'on connaît, mais même une personne extérieure. Moi, je dirais, j'inclus aussi le cadre professionnel, les collègues, les responsables. Souvent, il y a des victimes qui sont dans un système comme ça, qui peuvent vivre des situations difficiles. Ben, vous savez, faire le déni, c'est faire semblant que voilà, la vie est belle et qu'on peut continuer à vivre. Voilà, ça, ce mécanisme, on l'a beaucoup vécu dans les situations de deuil. Oui. Là où la fille, l'enfant, probablement, il n'accepte pas le départ de ses parents, l'un de ses parents, et puis voilà, il imagine qu'il est toujours là, qu'il va rentrer dans peu de temps et tout ça. Ne pas le brusquer
pour pouvoir lui permettre de digérer l'information doucement. À Mais son ce n'est rythme. pas à son rythme. Mais je crois que le déni, il vient justement pour soulager un tout petit peu l'âme de l'intérieur et puis comme un blason qui va protéger les individus. Faire attention que ça, c'est utile aussi c'est comme un mécanisme aussi qui va les protéger. Mais après, le plus intéressant dans toute cette histoire, ce n'est pas qu'on puisse donner des hypothèses. Le plus intéressant, c'est de pouvoir les écouter. Parce que souvent, on prend le dessus, on prend la parole et on est là derrière des tirades. Il faut pas faire ça, il faut faire ça. Pourquoi on dénonce, on prend une parole quand même qui est extrêmement forte. Et ça fait toujours du bien parce que ça mobilise un peu toute une société. Ça protège aussi le contexte de la femme. Mais de l'autre, ça empêche la victime elle-même de placer des mots autour de ses sentiments. Thérapeutique, c'est de permettre à ces personnes de se ramasser, de pouvoir souligner les situations, de pouvoir dire en deux mots comment ils vivent ça, et puis de leur permettre eux-mêmes de pouvoir se ressourcer autrement, se ressourcer d'un présent, d'une relation, se ressourcer aussi d'un cadre professionnel. Vous savez, beaucoup de personnes, quand ils reprennent le mode de vie quotidien, le travail, le quotidien de leur rituel comme Oui. ça, ils retrouvent le plaisir de pouvoir trouver leurs propres repères, et ça les aide énormément. Je crois que la construction, elle n'est pas comme ça un petit quota qu'on est obligé de pouvoir donner, mais plutôt d'être présent comme ça, écouter et puis savoir répondre à ces personnes suivant leurs propres besoins. Très bien. D'accord. Alors, on va passer à un tout petit clip en hommage à la femme algérienne. Donc, vous retrouverez notamment plusieurs artistes algériens contemporains, Hayat Zourouki, Manel Gharbi, Jam également, qu'on salue. Je vous laisse regarder, on revient juste après.
De retour pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à vous. Donc nous sommes en compagnie de notre psychologue Aïda Machri et nous parlions des violences faites aux femmes et des traumatismes causés malheureusement à toutes ces femmes qui sont violentées. Alors comment repérer pour mieux réparer ces traumatismes psychologiques, qu'ils soient psychologiques ou pas? Il y a des mécanismes à comprendre, il y a des situations à comprendre pour mieux les prendre en charge. Tout à fait, on va commencer d'abord d'emblée pour localiser un peu leur situation familiale. Souvent, c'est des familles ou c'est des femmes qui sont d'un côté dans le lien familial où il y a l'échange, donc l'échange dans le noyau familial, il y a une dynamique particulière. Il y en a d'autres qui sont plutôt solitaires, qui s'isolent. S'isolent, ça ne veut pas dire aussi ne pas avoir l'échange, mais probablement elles ont leur mode de vie un tout petit peu relié par des personnes ressources très ciblées. Moi, je crois qu'il faut lire la totalité de l'individu dans son vécu. Et du coup, probablement pouvoir les aider, c'est de lire un tout petit peu leurs propres demandes dans ce qui est parole, vécu, soin. Souvent, ils manifestent des douleurs somatiques, là où le corps, la douleur dans le corps manifeste une demande indirecte, là où ils ne sauront pas verbaliser pour dire j'ai besoin de ça ou de ceci, mais probablement un mot de tête, mal au ventre, une boule au ventre, mal à la gorge. Il y a quelque chose comme ça, comme symptôme, comme ça qui fait palpitation. Des fois, on entend ces femmes qui sont derrière des petits symptômes, qui consultent d'une manière indirecte, faisant abstraction peut-être à tout ce vécu, on va dire psychique de l'intérieur qui bouillonne. Elle-même n'en doute pas. Elle-même n'en doute pas, mais voilà que l'être humain est tellement complexe que voilà, pour pouvoir l'aider réellement, il faut suivre le cheminement de sa propre demande et puis de pouvoir répondre à ses natures. Moi, je crois que ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est un tout petit peu un équilibre, une stabilité. Si la femme, elle a son propre équilibre, qu'elle a le plaisir de pouvoir échanger, se ressourcer, je crois que l'événement traumatique, il a une durée dans le temps. Voilà, c'est quelques semaines. Et puis voilà, de plus en plus, on va remarquer qu'à travers son vécu, il y a quelque chose qui sera éjecté, adopté, vécu comme une expérience. Si ça perdure dans le temps, que voilà, il y a quelque chose qui ne change pas, qui ne bouge pas, il y a toujours des larmes, il y a toujours une souffrance physique, il y a toujours une souffrance morale, une culpabilité de fond, une perte de désir ou de plaisir de pouvoir échanger, de vivre. Moi, je crois qu'à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à pouvoir les soutenir et puis à les mettre en lien avec des personnes ressources. Il y a aussi les femmes qui vivent seules, qui ne sont pas entourées par leurs proches, par leurs amis, par des gens qui pourront justement leur porter aide, qui sont en mission, par exemple, comme c'était le cas pour ces enseignantes du côté de Bolj Mortal. Tout à fait. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour elle. C'est pour ça que j'ai souligné un tout petit peu la différence, un tout petit peu de ces contextes. Mais aussi, vous savez, le plus important, c'est on parle de maltraitance et violence physique. Sexuelle, viol, voilà, agression physique, agression verbale aussi. Violence psychique aussi, dans les insultes, la discrimination, la disqualification. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent plaisir à disqualifier une personne, surtout si elle a une timidité ou elle se cache derrière son regard ou elle a une peur quelque part. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui trouvent plaisir dans la maltraitance de ces personnes. Moi, je dirais apprendre à se défendre. Et puis, le plus important à souligner aujourd'hui, c'est de sortir du silence. C'est de sortir de ce cercle là où la personne se retrouve isolée. Souvent, ces victimes, elles se retrouvent dans un contexte où même l'agresseur fait de sorte qu'il va les encadrer dans un contexte très particulier, là où ils n'auront pas la force de pouvoir tisser le lien. Je crois qu'il faut lever ce voile et puis casser tout ce qui est tabou pour pouvoir dire que non, victime restera victime, qu'il faut l'aider dans tous ces émotions psychologiques, médicales et puis sociales surtout, en s'éloignant bien sûr les procédures judiciaires. Justement, toi, c'est en cours d'instruction en tout cas pour l'affaire de Bolj Mortal. Alors pour ces, j'allais dire, pour celles qui vont consulter des psychologues, des psychiatres également, est-ce que le corps médical est formé, les médecins de ce secteur sont formés
à la psychotraumatologie. Voilà. Est-ce qu'ils sont formés dans ce domaine-là? Moi, je te remercie pour cette parenthèse. Oui, vous savez, les professionnels, l'Algérie a vécu des événements beaucoup plus traumatiques. On a vécu quand même des événements qui nous ont secoués du fond. Moi, je fais partie aussi j'ai eu la chance aussi de côtoyer beaucoup de professionnels qui ont construit le cadre de psychotrauma en Algérie, qui ont assuré des cadres de formation, soutenu plusieurs professionnels. Aujourd'hui, vous savez, notre expérience dans l'accompagnement des victimes de terrorisme, les inondations, les familles, le séisme de Boumerdès aussi, les différentes expériences, ils nous ont permis de vivre les expériences, de les capitaliser, de souligner un tout petit peu les techniques d'intervention. Voilà, ça devient un tout petit peu aujourd'hui un module à enseigner à l'université. Vous savez, si la personne la victime ne trouve pas un tout petit peu le bon cadre chez son thérapeute, elle peut le demander parce qu'aujourd'hui, il me semble que les professionnels sont armés de plusieurs outils et puis aujourd'hui, ils savent réagir par rapport à ces situations. Rapidement, les cellules de crise se construisent dans les établissements et les EPSP, les santé de proximité, hein, les établissements de santé publique de proximité, là où ils ont une grande expérience de pouvoir vraiment vivre cette proximité dans la souffrance de la famille. Moi, je crois que voilà, il faut faire confiance, il faut sortir un tout petit peu de tabou, de cette relation psychologue, psychiatre, pseudo-psychiatre, là où les thérapeutes, je crois que de plus en plus, ils sont en train de prendre une place parce qu'on fait tout pour banaliser, éliminer, mais voilà que la santé mentale est très très importante, il faut vraiment les aider dans tout leur contexte et suivant leurs demandes. Tout à fait, en tout cas on salue, on remercie tout le corps enseignant qui s'est mobilisé donc pour justement pour dénoncer ces actes terrible et très barbare. Alors, pas plus tard qu'hier, en tout cas, le Premier ministre Abdelaziz Djalad a publié un post sur sa page Facebook en disant qu'il a compté justement criminaliser toute forme de violence qui affecte la femme et son honneur, son image, quelques jours donc au lendemain de l'affaire de ses enseignantes. Et puis, il a ajouté également assurer que de pareilles affaires n'ont rien à voir, bien sûr, avec l'authenticité et les valeurs de la société algérienne. Voilà, donc voilà, il y a des choses qui vont être faites. Absolument. Et on les encourage. On va donner également quelques chiffres. Aïda, si vous le permettez, le constat de l'OMS qui est quelque peu effrayant. On a des chiffres, bon, ça concerne le monde entier. Dans le monde, entre 100 et 140 millions de jeunes filles et femmes ont subi des mutilations. Environ 70 millions de filles ont été mariées avant leurs 18 ans. Violence, souvent contre leur gré. Une femme sur 3 a déjà été victime de violences conjugales et 7% des femmes risquent d'être victimes d'un viol dans leur vie. C'est énorme et aucune baguette magique, je pense, pourrait faire baisser ces chiffres si les mentalités ne changent pas, si les choses ne sont pas faites sur le terrain. Et l'Algérie est concernée également, comme tous les pays. Alors, il peut y avoir des remèdes à travers la pratique d'activité, peut-être, que la personne puisse se défouler à travers des activités sportives ou artistiques. Moi, je dirais, je commence... Une sorte d'évasion, en fait. Voilà, moi, je dirais, je commence déjà par le lien, mais voilà que la nature de chaque individu, elle lui offre son outil dans la cuisine, cuisiner, dans le jardinage, aujourd'hui dans le vécu quotidien, du jour au jour, on peut retrouver ses propres ressources. Vous savez, un artiste restera un artiste, celui qui a chanté, il saura chanter, le poète va rédiger les choses, mais le plus important, c'est de revenir à capitaliser son propre expérience. Il me semble que savoir souligner, permettre à ces gens d'élaborer leur propre expérience et de pouvoir capitaliser les choses à leur niveau pour pouvoir les transmettre à autre chose. Mais je crois que c'est ça l'expérience. Mais après, restons dans la prévention. Comment pouvoir aider les femmes à se protéger, hein, bien sûr, voilà. Évidemment. Et comment aider ces victimes qui ne peuvent pas porter la voix, qui sont timides derrière leur cocon, derrière leur pratiques rituelles. Comment on peut les soutenir? Comment soutenir les femmes qui se retrouvent dans des contextes familiaux ou dans des relations conjugales qui sont très difficiles à vivre? Comment permettre à ces professionnels harcelés dans leur milieu professionnel? Vous savez, je crois que, merci à vous de pouvoir souligner un tout petit peu ces différentes thématiques. Ça ne fera que souligner, que aider ces femmes d'une manière indirecte à pouvoir porter cette parole, mais après la construction deviendra l'expérience et l'épreuve de chaque femme. Là, on a vu autour de ce plateau celles qui ont construit une histoire, qui ont écrit un roman, qui sont devenues artistes peintres, qui sont devenues... oui, voilà, mais... Alors, je vais rapidement revenir à ce genre d'activité. Par exemple, des victimes de violences sexuelles, eh bien, on trouvait dans l'escrime
donc une thérapie pour combattre leur traumatisme, évacuer leur rage. Ça se fait de plus en plus partout dans le monde, puisqu'en escrime, voilà, il y a des règles, une tenue protectrice, il y a des distances à avoir, on attaque, on se défend. Donc c'est un peu une sorte de défouloir pour la personne qui a été victime d'agression. Mais rien ne répondra bien sûr rien n'excusera ce genre d'acte, rien ne... Voilà. Absolument. Donc, si vous permettez, la réparation aussi vers ces acteurs qui sont vraiment victimes de leur propre comportement, là où les agresseurs, ils ont besoin d'être soutenus, écoutés, accompagnés, soignés, sinon il y aura la récidive et il y aura d'autres victimes. Je crois qu'il faut travailler sur 2 axes extrêmement importants. Et puis ça commence à l'école avec l'égalité des genres, l'égalité des sexes, tout commence dès le jeune âge, vous êtes d'accord, je pense? Oui, bien sûr, et puis accompagner les agresseurs comme ça qui sont dans un processus de violence qui les dépasse, hein. Vous savez, ça c'est un fonctionnement qu'il faut vraiment soigner. Donc la victime, l'auteur, je crois que si on veut réparer une situation, c'est de travailler sur 2 axes et de permettre à une parole de s'installer, à une réparation de pouvoir résoudre ces situations. Tout à fait. Aïda Bachri, merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications très importantes. On vous retrouve lundi prochain. Inch'Allah. On parlera de... L'enfant autiste, il me semble que la thématique s'impose. La veille de la journée mondiale de l'enfance, donc le 1er juin. Nous serons le 31 mai. Tout à fait, les enfants différents, mais aussi, je vais inclure avec moi Dr Zioui, que je remercie aussi, d'Ouled Djellel, à travers toutes ces activités, pour pouvoir construire quelque chose et vous la communiquer, Inch'Allah, lundi prochain. Parfait, on a hâte. Belle journée à vous, Aïda. Merci. Alors, une petite coupure musicale à présent, histoire d'adoucir un peu les mœurs, avec cette chanson de Cheb Tariq. Et on revient juste après, à tout de suite, c'est Rabnouk. Voilà. On passe à présent à votre rubrique pédagogie avec Fela Abras. Bonjour. Bonjour Nour. Comment tu vas? Alhamdoulilah, merci. Et toi? Ça va très très bien. Alors, ce matin, on va parler de pédagogie. Alors, on parlait tout à l'heure, vous avez suivi psychologie, donc les violences faites aux femmes. Tout s'apprend à l'école. Tout s'apprend à l'école. Dès le jeune âge des enfants, à l'école, on apprendra aux enfants qu'il y a une égalité entre les filles et les garçons. Qu'il n'y a pas en fait compte à part le sexe, en fait compte le genre qui va changer entre filles et garçons. Normalement, c'est les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'ils ont déjà en classe. Ils apprendront ça avec l'enseignant et puis avec les parents. Avec le cercle fermé, on va dire un cercle qui est réduit, pas fermé mais plutôt réduit. En général, les enfants, c'est pour eux, c'est les parents, c'est les frères et les sœurs et les gens de la famille, puis les amis et puis les camarades de classe. Sachant que les enfants passent beaucoup de temps à l'école, il faudrait qu'ils apprennent ça à l'école et c'est très très important, ça fait partie de la vie sociale et préparer l'enfant son épanouissement dans la société, qu'il y ait une égalité entre femmes et hommes et c'est très important. Tout à fait. Alors Fela, ce matin, comment la thématique du jour, comment récompenser un écolier en guise d'encouragement? Par exemple, Nour, est-ce que à l'école, quand vous étiez petit, vous avez reçu des prix? Félicitations, primaire. L'école primaire, parce que ça commence en fait, quand tout s'apprend, on vient de le dire, tout s'apprend à l'école primaire. J'allais chercher la récompense. C'est que il y avait des friandises à la maison, j'allais les chercher. Pour les trouver. Bon. Alors, c'était pas voulu, voilà. Ok, alors chercher les friandises à la maison, on va parler en fait compte dans les récompenses au sein de l'établissement scolaire, et c'est important pour l'enfant, les motiver avec un prix par exemple. On a tous reçu, moi-même j'ai reçu des prix quand j'étais jeune à l'école primaire, des prix en fin d'année pour les meilleurs élèves par exemple, mais sinon au cours du cursus scolaire, c'est très important durant le trimestre de récompenser l'enfant, pour le motiver et à l'encourager à apprendre et à lire et à participer en classe. On a parlé tout au long de cette grille du Bonjour d'Algérie dans la rubrique pédagogie que c'est très important de motiver l'enfant et qu'il gagne la confiance en lui-même. Et cela en le récompensant avec des bons points qui existaient quand on était jeune et ça existe toujours. On a trouvé des écoles où le bon point existe toujours. Et, même s'il n'est pas très important, c'est-à-dire c'est réduit, c'est un petit papier, une petite carte, mais pour l'enfant, c'est grand-chose. Ici, là? Oui, j'en ai ici, on verra ça dans le reportage dans un instant, et puis on va voir les images dans quelques temps. Tout à fait, donc Régie, préparez-vous, alors ça peut être un geste, un compliment, C'est un petit geste du professeur, de l'enseignant envers les élèves, qui sont en général, c'est en primaire qu'on reçoit les bons points, et pas au CEM et pas au lycée, parce que au CEM par exemple, nous avons le bulletin scolaire où on attribue aux enfants un tableau d'honneur, un encouragement, félicitations
l'évaluation, c'est selon la moyenne et puis excellent. Mais sinon pour les tout petits, ça existe en fait quand on a tourné dans une école privée. Et dans cette école privée, ce qui était très frappant à l'entrée de l'école, on va voir ça dans le reportage dans quelques instants, en entrant à l'école, il y a une petite, dans la petite cour, en fait, quand c'est abrité, il y a des tableaux, en fait, c'est une pancarte où il y a les photos des enfants qui ont eu de très bonnes notes. Durant le premier trimestre. Leur nom, la moyenne et leurs photos. Et ça, c'est très important, c'est très motivant. Ça redonne confiance pour l'écolier. Pour l'écolier, pour celui qui a bien travaillé, c'est bien de voir sa photo. Et ceux qui ont moins bien travaillé, parce qu'ils vont faire des efforts. Pour avoir leur photo accrochée. Pour voir leur photo accrochée. C'est le sésame en fait. Voilà. Mais sinon, en parallèle, il y a le bon point qui existe au cours du cursus scolaire. On ne va pas attendre la fin du trimestre pour voir sa photo. On reçoit un bon point, on reçoit un prix, on reçoit des applaudissements et on reçoit également les encouragements et les remerciements du professeur. Ça, c'est très important. Et puis ça renforcerait aussi les liens qu'il y a entre le ou la professeur et ses élèves. Voilà, entre l'apprenant, en fait, entre l'apprenant et l'enseignant, et puis entre les élèves, il y aura une certaine concurrence entre les enfants, une certaine compétition, et c'est très important. Tout à fait. Alors, il faut que les enfants vivent bien sûr un succès immédiat, qu'ils sachent qu'ils ont bien fait la chose maintenant et qu'ils soient récompensés tout de suite. Voilà, ils ne vont pas attendre, c'est pas comme une personne adulte qui va attendre par exemple la fin du semestre, on va parler d'universitaire, la fin du semestre pour savoir quelles sont ses notes, ou un collégien. La fin de l'année, voilà. Mais sinon pour un enfant c'est très important de le complimenter, de l'encourager, de le motiver, que ça a un effet immédiat. Et on verra par la suite que l'enfant, celui qui est récompensé, celui qui est remercié pour ses complimentés, encouragés, il y aura plus d'efforts de la personne. Et puis c'est très important, je dirais que les personnes adultes, voilà ce qu'il faut faire pour les personnes adultes. J'avais suivi une fois une formation où on devait dire comment le manager devait remercier même au sein d'une entreprise. Ses employés. Ses employés, c'est très important de regarder la personne dans les yeux et la remercier pour le travail qu'elle a accompli. C'est pas une question de prime, c'est pas une question d'argent, mais le fait de regarder une personne dans les yeux, lui dire merci pour le travail que vous avez accompli, merci pour la tâche que vous avez faite d'une manière, ou la mission que vous avez faite, c'est très important, c'est encourageant. Ça vaut carrément l'argent du monde entier parce que la personne elle-même, l'employé, donnera de plus et fournira plus d'efforts pour donner un meilleur rendement la prochaine fois. Et puis ça va créer on va dire pas un espace, plutôt une compétition, une concurrence entre les collègues pour que ça donne... Saine, bien sûr. Bien sûr, saine, j'espère bien. C'est important, il y en a qui vont prendre ça non. Mais c'est très important en fait, pour booster les personnes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, d'elles-mêmes plutôt. Ça, c'est pour les adultes. Mais pour les enfants, quand vous venez de le dire, nous, c'est très important d'encourager un enfant, de lui remettre quelque chose, de le remercier, de l'applaudir, parce que l'effet est immédiat. Oui, qu'ils accèdent à la réussite, qu'ils voient le résultat de manière immédiate, imminente. C'est du concret pour les enfants. Voilà, c'est pas de concret. Voilà. Très bien, alors Fela Brass, vous avez réalisé un reportage pour nous faire vivre ces moments de joie de ces écoliers. Alors ça se passe dans les couloirs de l'établissement primaire Hakim Mouzaoui. Qu'on remercie toujours parce qu'ils nous ont toujours ouvert les portes pour réaliser nos reportages. Hakim Mouzaoui, on a tourné le reportage dans une classe de préscolaire. Super, donc ça se passe à El Biar, on regarde. Nous sommes dans une classe de préscolaire. C'est ici que s'effectue le premier contact élève-enseignant pour découvrir le monde des lettres et des chiffres. Et ce, avant d'entamer un long cursus scolaire, primaire, moyen et puis secondaire. Et comme le chemin est assez long, démarrer sur de bonnes bases est primordial. L'instruction des petits n'est pas une mince affaire. La valorisation des élèves en classe, d'abord par l'enseignant et puis par ses camarades, joue un rôle important dans son épanouissement. J'ai reçu 2 bons points parce que j'ai bien travaillé en anglais et j'ai bien colorié. J'ai reçu 4 bons points parce que j'ai bien travaillé. J'ai reçu 6 bons points parce que j'ai travaillé bien. J'ai reçu 1 bon point parce que j'ai bien travaillé et je l'ai mis à la maison dans une boîte à bonbons. J'ai 8 bons points parce que je travaille bien. Ils sont cachés dans la chambre de mes parents. J'ai dit bon point, j'ai travaillé bien dans le français et dans l'arabe. 9 points
et je l'ai rangé dans mon piano. J'ai reçu un cadeau parce que j'ai travaillé bien et resté sage dans l'école. Ainsi, les élèves ont retenu en somme le nombre de bons points reçus et la raison d'avoir été récompensés. D'où l'intérêt de garder ce lien dès le jeune âge des petits qui s'intitule le mérite. Nous tenons à encourager tous les élèves, même s'ils donnent une mauvaise réponse. On l'applaudit. Aussi, nous récompensons les élèves en leur remettant des bons points. Et enfin, de chaque trimestre, on remet aux 10 premiers des prix, tout cela pour les motiver. les bons points. Les encouragements via les applaudissements, les compliments et les bons points constituent un leitmotiv pour les apprenants et une méthode psychologique pour renforcer l'enseignement au cycle primaire. Ainsi, les besoins se transforment en buts, plans et projets. Comme quoi, même les bons comportements à l'école sont récompensés. Oui, on a toujours, sur le bulletin scolaire, on avait le bulletin ou le carnet scolaire, maintenant ça existe pour les tout petits, c'est un carnet scolaire. C'est en fait quand il y a l'assiduité, sagesse et l'assiduité, si l'enfant est pas propre, en fait, compte sage, s'il a un bon comportement, s'il n'est pas perturbateur par exemple. Vous étiez dans quel cas de figure? Ah, je suis très calme quand même. C'est vrai ça? C'est vrai? J'étais très calme à l'école, mais pas en dehors de l'école. À la maison, c'était moi-même, et à l'école, j'étais très sage en fait. J'avais d'intérêt, j'avais juste 4 ans en première année. Très bien. Et ce qui fait que, en fait, on attribue des points pour le comportement des enfants. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a l'enfant, c'est celui qui suit, celui qui participe. On avait parlé la dernière fois, les enfants qui participent, et puis celui qui a confiance en lui-même. Pas tous les enfants, non, pas la plupart des enfants en général, ils ont peur en classe, mais c'est très important que l'enseignant joue son rôle. On avait parlé par exemple dans ce reportage avec Madame Bada Khadija qui joue un rôle très important parce que là c'est la classe de préscolaire. Elle les prépare pour la classe de première année et c'est très important qu'elle puisse donner aux enfants l'occasion de gagner cette confiance en eux-mêmes d'abord, et puis entre leurs camarades qui aient cette confiance, que l'enfant n'ait pas peur de répondre, que ce soit une réponse fausse ou juste. Elle avait bien dit dans le reportage, Madame Khadija Bada qui est enseignante, que l'enfant doit être applaudi. Parce qu'en les applaudissant, ils gagnent en confiance et puis il y aura un bon comportement. Et par la suite, les applaudissements, les encouragements, les bons points, quand on avait parlé, et les prix, et le fait d'avoir sa photo sur l'arbre de mérite, c'est très important. Tout ça, c'est une pédagogie. C'est pas un truc, ce n'est pas au bon vouloir des uns et des autres, mais c'est une pédagogie à suivre pour préparer la femme et l'homme de demain. Tout à fait. Alors, Fela Bra, j'imagine qu'il y a des limites, forcément des pièges sous-jacents que les professeurs doivent éviter, c'est-à-dire trop de récompenses. Non, il ne faut pas trop récompenser. Voilà. Parce que trop récompenser, et dans cette attente d'attendre sa récompense alors qu'il n'y a pas lieu de la lui donner. On ne peut pas récompenser les enfants pour les récompenser. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait bien... On avait parlé dans le reportage qu'il faut qu'il y ait le mérite. Voilà. Mériter sa récompense. S'il y a le mérite, même pour un enfant à la maison, on ne peut pas donner de l'argent aux enfants, par exemple, comme ça, ou acheter aux enfants des prix alors qu'ils ne le méritent pas. Mériter, c'est avoir fait au préalable un bon acte, un bon geste, avoir bien étudié, avoir été sage à l'école. Sage, ça ne veut pas dire c'est quelqu'un qui est calme. Sage, c'est quelqu'un qui suit les cours, c'est quelqu'un qui pose des questions, qui répond, même si c'est faux, qui soit lui-même. C'est gagner la confiance en lui-même. Et par la suite, on récompense un enfant. Et c'est très important que l'enfant sache qu'il a eu une récompense, un bon point par exemple, parce qu'il a bien travaillé, il y a le mérite. Ouais. Si le mérite n'existe pas, bien sûr, il aura des récompenses à chaque fois qu'il va ouvrir sa bouche pour donner une réponse fausse ou juste, ça c'est très mauvais, mais simplement, il doit mériter sa récompense. S'il répond par une réponse fausse, il n'aura pas de bon point, certes, mais on doit l'encourager, comme l'avait dit Madame Khadija Bada dans ce reportage, il faudrait l'applaudir pour lui dire, tu as répondu faux, parce qu'il faut toujours corriger, mais simplement, la prochaine fois, tu feras plus d'efforts pour mériter une récompense. Très bien.
Donc ça fait partie de ces petites missions qui font en sorte, qui contribuent à former forcément des futurs bons citoyens et voilà, donc bons pour autrui aussi. Voilà. Et non, je tiens à préciser que dans ma recherche, je me suis appuyée sur le mémoire présenté pour l'obtention de diplôme de master, spécialité didactique, présenté et soutenu par Monsieur Daria Monet, un jeune universitaire, et Mademoiselle Gerfi Hadjal, et qui avait pour thème la récompense comme moyen de motivation dans le processus de l'enseignement. Et c'est très important pour dire que ce mémoire, je l'avais lu, il y existe sur Internet, sur Google, si vous faites la recherche. Et c'est très important parce qu'ils se sont, on va dire, penchés sur cet aspect qui est très important, le mérite, la récompense chez les petits. Très bien, merci Fela Braz, merci. Donc on vous retrouvera donc lundi prochain pour une autre thématique. Inch'Allah. Merci, belle journée à vous. Les Enlumides, on en parle également ce matin. Donc nous célébrions la journée internationale de la biodiversité le 22 mai dernier, donc le samedi dernier. L'occasion pour nous de rendre hommage à un guide dit Ali dit thaïlandais, donc qui nous emmène au lac Tonga, qui se trouve dans un complexe de zones humides au niveau du parc national Qala, à l'extrême nord-ouest du pays. Troisième complexe plus important au niveau de la Méditerranée, dans la région méditerranéenne. Regardez, on revient juste après. À découvrir. Une sorte d'hymne à la beauté de nos régions dit que les zones humides sont des micro-climats fragiles, mais qui ont un rôle fondamental, bien sûr, dans le cycle de vie de la faune et de la flore. En tout cas, le lac Tonga, on remercie Ali dit thaïlandais pour ces belles images, cette petite balade qui a tout fait. Il a pris les photos, les vidéos pour nous les envoyer. En tout cas, le lac Tonga fait partie de ce site qui est le plus important d'Afrique du Nord, pour une multitude d'espèces, oiseaux essentiellement. Et pour protéger tout ce monde, et forcément, vous le savez, il y a une convention, la convention Ramsar, convention internationale qui protège les zones humides partout dans le monde, et l'Algérie, bien sûr, est signataire des accords de cette convention depuis 1984, 37 ans pour être plus exact. Et on s'intéresse ce matin à cette ressource qui se fait rare et qui coûte de plus en plus cher. On parle bien évidemment de l'or bleu, de l'eau, donc sa disponibilité est au centre de nos préoccupations. Et puis l'Algérie souffre depuis quelques années, vous le savez, d'un stress hydrique sans précédent malgré les investissements colossaux consentis par le pays depuis plus de quelques décennies. La ressource hydrique manque terriblement. Ménages, entreprises et agriculture, bien nul n'est épargné par la crise de l'eau. Il y va de notre sécurité alimentaire et économique également, et pour préserver cette denrée vitale. Pour nous en parler, bien sûr, il y a notre invitée Nadia Ouchal, directrice des études à l'ANBT, donc l'Agence nationale des barrages et des transferts. Bonjour Nadia. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venue, d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce qu'on va tout de suite faire, c'est un état donc de cette ressource qui est l'eau. Aujourd'hui, au niveau des barrages, on compte 80 barrages en exploitation. La ressource emmagasinée au jour d'aujourd'hui, elle est de 44%, qui équivaut les 3 milliards 400 de mètres cubes. Elle est répartie inégalement d'une région à une autre. On enregistre le taux le plus important, c'est la région Est, avec 69,7%. Le centre, malheureusement, on approche les 20%. La région du Chili, c'est les 26,5%. Et enfin, l'Oranie et la région Ouest, on enregistre un taux de remplissage des barrages de 29,7%. D'accord. Alors, est-ce que cette crise de l'eau, on va revenir juste à la crise de l'eau avant de reparler des barrages, oui. Est-ce que cette crise de l'eau, c'est également un problème de gaspillage ou comportement irrationnel des consommateurs? On ne va pas dire ça. Cette crise de l'eau, c'est le résultat d'une pluviométrie réduite ces dernières années, pratiquement ces 5 dernières années, oui. Depuis 2016. Et puis, il y a eu une régression du taux pluviométrique en conséquence des écoulements au niveau des oueds, des recharges des nappes. Bon, le gaspillage et la consommation irrationnelle et
Ça augmente un peu, mais ce n'est pas la cause principale. L'Algérie est un pays semi-aride aussi, il faut le savoir. L'Algérie est un pays semi-aride. On va dire 96% de l'Algérie, elle est aride, semi-aride. Voilà, semi-aride, on se dirige plus aride que vers l'aridité. Voilà, aujourd'hui, on parle même d'aridité. Oui. Tout à fait. Alors, est-ce que cette situation va également impacter les transferts d'eau des régions du Nord vers les régions du Sud? Pour les transferts d'eau des régions du Nord vers le Sud, on n'en a pas beaucoup. On totalise actuellement, il y a un en exploitation, c'est bien le système transfert Bni Haroun qui transfère vers les wilayas des hauts plateaux. Aujourd'hui, le Bni Haroun est l'un des barrages qui est rempli presque à 100%. Et puis, on a aussi le transfert du système ouest, le MAO. Là, il est vraiment impacté par le taux de pluviométrie réduit cette année. Tout à fait. Alors, est-ce que nous disposons des équipements nécessaires pour entretenir nos barrages aujourd'hui? Les équipements, enfin, je pense que vous parlez de l'entretien des barrages en relation avec le dévasement des barrages. Oui. Les équipements nécessaires, ils existent. Nous-mêmes, nous ne réalisons pas cette opération. On lance des appels d'offres. Il y a des entreprises algériennes, soit algériennes ou de droit algérien, qui en ont ces équipements pour les dévasements des barrages. Actuellement, on est en train de construire 3 dragues. Il y a une drague qui est déjà sur site. L'autre, elle sera livrée bientôt et l'autre viendra après. Il y a le Covid qui a impacté un peu la production, le retard dans la livraison de ces 3 dragues. Qui a impacté toutes les productions, tous les secteurs. Tous les secteurs, tous les projets même. Très bien. Nadia Aouchar, donc restez avec nous. Nous allons interrompre l'espace d'un reportage, cet entretien. On va s'enquérir de l'état de l'avancement des travaux du barrage de Boukhroufa qui se trouve dans la wilaya d'El Taref. Notre reporter Ariles Ould Hamouda y était revenu avec ce reportage, ce travail. Regardez. Situé au sud du village de Boutelja, plus exactement à 30 km du chef-lieu de la wilaya de Taraf, le barrage Boukhroufa, un investissement public de 7 milliards de dinars. Lancé en 2013, l'état d'avancement du projet est aujourd'hui estimé à 75%. Le barrage de Boukhroufa, c'est un barrage en cours de réalisation. C'est un barrage en terre, zoné. Quand on dit terre zonée, c'est-à-dire il est composé principalement d'un noyau en argile, ce que vous voyez au milieu, les 2 recharges, on a en collivion et la protection en enrochement. En plus, on voit au milieu le filtre et drain qui descend vers l'aval du barrage. D'une capacité globale de 97 millions de mètres cubes, cet ouvrage hydraulique est destiné principalement à l'irrigation, mais aussi à la protection d'une partie de la plaine d'El Taraf contre les inondations. Les travaux devraient être achevés en fin de cette année, donc en décembre 2021. Le projet en lui-même, il a été attribué pour une entreprise, un groupement d'entreprises algéro-turc, c'est Nurol GZTP, et pour un groupement de bureaux d'études, CTH, UMB, algéro-grec. Ce barrage-là est destiné encore pour la création d'emplois dans le domaine agriculture. Après la mise en service de ce barrage-là et le périmètre d'irrigation c'est un grand périmètre d'irrigation d'une capacité totale de 9200 hectares. Le périmètre il va créer presque 4200 de postes de travailleurs dans le périmètre et dans l'office gestionnaire, c'est l'ONIT. Alimenté par Oued Boukhroufa, ce barrage viendra s'ajouter aux 3 autres dont dispose la wilaya de Taraf, Chefia, Meksa et Bougous, totalisant une capacité de stockage de plus de 250 millions de mètres cubes. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture.
Coral Peinture, c'est l'IMA تاع الحياة. On rappelle que votre matinale est sponsorisée comme tous les matins par Coral Peinture. Alors vous regardiez tout à l'heure, nous regardions un travail réalisé par notre reporter journaliste Ariles Ould Hamouda. Donc on était au niveau de la Wilaya d'El Taraf pour s'enquérir justement de l'avancement des travaux du barrage de Boukhroufa qui voilà, donc c'est en train, ça avance, les travaux avancent. Nadia Ouchar, mis à part les barrages, quel potentiel hydrique l'Algérie dispose dans l'Algérie? Bon, à part les barrages, les eaux superficielles, on a les eaux souterraines du nord qui sont renouvelables, les eaux souterraines fossiles qui se trouvent au sud du pays. On a aussi les eaux non conventionnelles. Ça, les eaux superficielles et les eaux souterraines, ce sont des eaux conventionnelles. On a aussi les eaux non conventionnelles, en l'occurrence le dessalement d'eau de mer. Et bien sûr la réutilisation des eaux usées et épurées pour l'agriculture et pour certaines industries. Oui, alors il y a la nappe albienne et la nappe phréatique. Enfin, les nappes du Nord, généralement, c'est des nappes phréatiques. Oui. Certaines, elles sont profondes aussi. Ça, on parle des eaux plutôt souterraines renouvelables. L'albien, il n'est pas renouvelable, sauf dans certaines régions très réduites, d'une manière très réduite. Il y a une recharge partielle. C'est négligeable. C'est très négligeable. Tout à fait. Alors en matière de ressources, Nadia Ouchar, est-ce que les nappes phréatiques, les eaux souterraines sont une garantie pour la sécurité et l'accès de l'eau potable de manière pérenne? Ce sont des ressources quand même renouvelables. Oui, c'est-à-dire pour les eaux du Nord, celles qui sont renouvelables, elles subissent de la même manière que les eaux de surface, les eaux des barrages, l'impact des changements climatiques et de la réduction de la pluviométrie, parce qu'elles sont rechargées à partir de la pluviométrie. Pour les eaux souterraines du Sud qui ne sont pas renouvelables, c'est une garantie, mais il faut être très prudent et leur utilisation doit être très rationnelle. Tout à fait. Alors, Nadia Ouchar, il y a la construction, l'avancement, les travaux pour les barrages, il y a aussi la modernisation des barrages et surtout leur prise en charge. Est-ce que c'est facilement, on prend en charge facilement? Les barrages, de toutes les manières, les barrages, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par la modernisation. Les barrages, ils sont construits selon des normes internationales. Le barrage algérien, il est construit de la même manière qu'un barrage qui se trouve en Europe. Donc il n'y a pas de vieux barrages par rapport à... Si, il y a de vieux barrages, mais c'est-à-dire leur maintenance et leur réhabilitation en continu les rend aussi, c'est-à-dire aussi fonctionnels que les barrages qui... Comme celui d'Ortorba. Joftorba. L'entretien, il se préconise, bien sûr, il y a l'entretien, c'est le dévasement des barrages, c'est-à-dire on enlève pas la totalité, mais une partie des sédiments qui sont entreposés au niveau des barrages pour récupérer une certaine capacité de stockage, pour améliorer bien sûr la fourniture d'eau potable ou d'eau d'irrigation. Il y a aussi l'entretien de tous les équipements hydromécaniques de ces barrages, même le corps du barrage, on doit l'entretenir, l'ausculter en permanence. Et s'il y a par exemple des désagréments au niveau des corps des barrages, on doit les réhabiliter et les conforter. Tout à fait. Alors, en fait, je voulais dire, au lieu de construire de nouveaux barrages, on peut moderniser ceux qu'on a déjà pour qu'ils soient habilités. C'est-à-dire on doit les entretenir et de récupérer leur capacité. Ça coûtera moins cher, ça sera plus rapide. Ça ne coûtera pas moins cher. Ah oui. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le mètre cube d'eau dévasé, il équivaut parfois, pour certaines régions, certains barrages, ils ont le même prix. Construire le mètre cube d'un nouveau barrage, le coût du mètre cube, il est équivalent ou inférieur au mètre cube d'eau dévasé. L'envasement coûte excessivement cher aujourd'hui. Très bien. Alors, on repart du côté de la Wilaya d'El Taraf à la découverte d'Arom Mex, donc une coopérative de femmes artisanes, un sujet signé également par Ariles Ould Hamouda. On revient juste après. À Mexna, au bord du barrage de Bougous, dans les hauteurs de la Wilaya d'El Taraf, l'extraction de l'huile lentisque, une activité qui résiste au temps.
2016, cette coopérative 100% féminine a vu le jour. Aromex, composée de 11 sociétaires, s'est spécialisée dans les huiles fixes, notamment celui du lentisque, appelé localement Dharo. Ces femmes s'engagent à ne ménager aucun effort pour préserver les ressources et inscrire dans la durabilité leurs activités. On procède à l'extraction de l'huile de lentisque et au séchage des plantes aromatiques et médicinales, à l'exemple de l'ortie et l'eau de rose. On voudrait améliorer notre projet, notamment concernant la récolte des graines de figues de Barbarie, et on demande plus de moyens. Taruf est une région très riche et très connue pour ses plantes naturelles. On voudrait justement préserver notre environnement en les exploitant d'une façon rationnelle. Et on espère bien sûr avancer à travers des formations et des moyens, entre autres un local adéquat et le matériel qui va avec, pour maîtriser bien sûr les process de notre activité. Les vertus de cette plante sont innombrables et sa résine est utilisée par exemple dans certains pays pour la pâtisserie de luxe. L'investissement dans la valorisation de cette plante est potentiellement fructueux, d'où la nécessité d'inclure la communauté locale et faciliter le travail de ces femmes. En tout cas, on encourage toutes ces femmes qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à activer dans ce domaine, un domaine auparavant masculin. Quand je parle de manière générale, le domaine de l'agriculture, en tout cas, elles sont très soucieuses de leur environnement. Ça fait plaisir à voir. Donc, elles faisaient partie de cette coopérative Aromex, qui sert à distiller des huiles essentielles. Donc voilà, on remercie notre journaliste Arles Ould Hamouda pour ce travail. Donc, il était du côté d'Awilaya Taraf pour tous ces reportages, cette série de reportages. Très green, très vert. Nadia Ouchar, ça va? Oui. Alors, très bien. Vous connaissez beaucoup de femmes, j'imagine, ces femmes artisanes qui activent dans ce domaine? Oui, surtout dans la région de Djidjel. Oui. Il y en a beaucoup de femmes. Généralement, tout ce qui est en relation avec l'extraction aromatique des plantes, du par le monde, c'est les femmes qui activent. Hein. Oui, alors au début, c'est vrai que c'était un milieu qui était très masculin. Les femmes ont su trouver leur créneau. Oui, c'est très encouragé dans le milieu rural. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous, Nadia Oucha. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes directrice d'études à l'ANBT, l'Agence nationale des barrages et des transferts. Il y a des projets en cours pour les barrages? Oui. Oui, on a 5 barrages parmi le barrage de Boukhroufa, dans la wilaya de Taraf. On en a un autre du côté de Soukharat, le barrage d'Idra. 2 barrages au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, Soukhleta et Sidi Khalifa. Et puis on a un barrage écréteur de crue au niveau de la wilaya de Annaba. C'est pour la protection contre les inondations de la ville de Annaba. D'accord, très très bien. Merci d'avoir été avec nous, Nadia. Merci. Donc on se quitte sur ce bel hommage, cette reprise de Ammar Zahi, ce défunt et regretté Ammar Zahi qui nous a quittés. On revient juste après. Hommage à la Palestine. Voilà. ونفديك بدم الغالي يا أبطال السين قسما بالله العالي رب العالمين يعلم كلالي بجبال الحروب قسما بالله العالي رب العالمين يعلم كلالي بجبال الحروب يعلم كلالي يا رأس الحديد على دم العديان لابد من الحق يتنصف والنور عليه يبان بسم الله الله اكبر على دم العديان لابد من الحق يتنصف والنور عليه يبان ما يدوم الظلم يتكسر وجاك يا رحمن يبقى صادق وما يكبر مني من العينين ايه يا فالسطين
صالح الدين فلسطين السورية سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان فلسطين سوريا سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احنا هم أصحاب التضحية ما خافوا عديان سبيل الله والحرية واحنا مجاهدين ايه عليك يا فلسطين مادي لك روحي ومالي حلف لك ديني ونفديك بدم الغالي يا فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين يا عيال التلال لا تكفروا قسما بالله العالي رب العالمين يا عيال التلال يا عيال التلال يا أرض صالح الدين Allez, on a le plaisir d'accueillir notre dernier invité pour ce dernier plateau aujourd'hui, Emile Delmi. Bonjour. Bonjour, صباح الخير. صباح الخير عليك, comment ça va? صباح الخير. لاباس الحمد لله. نشكرك على حسن الضيافة. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Alors, vous êtes chanteur shabi. Déjà, on a envie de vous demander comment ça s'est passé le confinement. والله الحمد لله على كل حال كنا نتمرن وحدنا في الدار كنت نتمرن وحدي على كل حال في الدار وجازت والحمد لله. كتبت des compositions وحدك? شوية. Vous avez eu le temps de... درت شوية شغالات هكا. D'accord, ok. Donc tout à l'heure vous allez nous interpréter une très belle chanson. En tout cas, vous avez l'habitude معرف تغني في les fêtes de mariage. Bien sûr. Ça vous manque? انا نقصت الدعوة شوية مع كورونا هذا نقصت شوية الحالة وان شاء الله على كل حال من الفوق تربروني. Entre nous, il y a des gens qui vous ont sollicité à يطول لك على الكروة في la salle في الدار etc. Parce qu'il y a eu des mariages quand même. Bien sûr, قصرنا شوية ماشي حاجة. ماشي كيما مداري بيريود هذيك تاع كونفيرم تاع كورونا. Tout à fait. Alors, Ammar Zahi, qu'est-ce qu'il représente pour vous? الله يرحمه. الله يرحمه. الشيخ الله يرحمه عمر الزاهي القدوة تاعنا في الموسيقى الشعبية كما هو كما حالة كاع الشيخ حاج محمد الله يرحمه الهاشمي قروابي بوجمع العنقيس. Vous avez connu certains d'entre eux. Bien sûr, حنا نتعلموا عليهم وما خلاونا الشيء هذايا وحنا ماذا بينا نبارطاجيو هذا الشيء باش تقعد جيل عن جيل. Totalement. Alors on va parler de formation كيفاش انت تعلمت الشعبي parce que ça prend du temps تاخذ الوقت. ياخذ الوقت بيان سور على كل حال انا قريت في مدرسه في كونسيرفاتوار سونترال دالجي وجي بريمي بري العام اللي فات ديت الجائزه الاولى. برافو فيليسيتاسيون. الله يسلمك. جاهزه تاع واش؟ بريمي بري ديبلوم تاعي. D'accord. Félicitations à vous. Alors comment s'est passé vos débuts en musique? À quel âge بديت تغني بديت تلعب؟ على كل حال حنايا نسكنوا في كارتي بوبيلار في القصبة العتيقة اللي نحيي على كل حال ناسها وحنا تربينا على الموسيقى الشعبية. داكور. من ضمن نسمعوا غير الشعبي من التحقت بكونسيرفاتوار بالمدرسة وتعلمت بديت ناخذ على الشيخ تاعي اللي نحييوه بالخصوص ناصر مقداد والشيخ جمال العجال. D'accord. والموندول تعلمته في الكونسيرفاتوار alors. الكونسيرفاتوار نعم. D'accord. Alors les musiciens, les chanteurs shabi qui vous ont le plus marqué, vraiment enfin ils vous ont marqué. كاين العنقا. العنقا كاين الله يرحمه كاين الشيخ عمر الزاهي كاين هاشمي قروابي الشيخ محمد الباجي عنقيس بوجمع العنقيس دحمان الحراشي الله يرحمهم ان شاء الله. Alors là en la régie il me demande vous demandez la première musique que vous avez les لعبتها بالموندول. بريمير ميوزيك شونسون تاع بوجمع العنقيس الله يرحمه راح الغالي راح هي الحاجه الاغنيه الاولى اللي تعلمتها. واليوم واش حتغني لنا؟ ان شاء الله خيرنا اغنيه فلسطين. الشيخ محمد الباجي الله يرحمه اللي كان اداها الشيخ عمر الزاهي ربي يرحمه. Totalement. Donc j'imagine que mais c'est pas la première fois تغني فلسطين. لا مدارين. وكاين بزاف يغنيو qui sont engagés dans cette cause. Le shabi c'est un art populaire qui est engagé pour la cause palestinienne. Ça veut dire en gros on fait passer بزاف نقدروا ندوزو بزاف les messages à travers la musique. بيان سور القضيه الفلسطينيه قضيه كل مواطن جزائري وكل مواطن عربي في القطر العربي كامل. تسمى قضيه كاع المسلمين.
Très bien. Alors, n'hésitez pas à vous installer pour nous jouer un morceau. En tout cas, voilà, merci d'être avec nous encore une fois, chers téléspectateurs. Allez-y, vous pouvez y aller. Donc, voilà. Donc, on rappelle que le Shabi continue de susciter, bien sûr, l'intérêt de la nouvelle génération, comme le montre l'illustre très bien notre chanteur Shabi Amir Delmi, qui a toujours, voilà, le Shabi qui a toujours été un art engagé depuis la révolution pour l'indépendance de l'Algérie. Ça continue après, notamment pour soutenir des causes comme la cause palestinienne. Très bien, je vous laisse apprécier. On revient après. نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بيمين نفديك بدمي يا غالي، يا أرض صلاح الدين قسما بالله العالي برب العالمين، يعلى علامك كلالي وجبالك حرين، قسما بالله العالي برب العالمين، يعلى علامك كلالي وجبالك حرين، يعلى علامك كلالي يا أرض صلاح الدين. فلسطين طورية سلاحها الإيمان، تاريخ الأمة العربية شيعة في البلدان. فلسطين طورية سلاحها الإيمان، تاريخ الأمة العربية شيعة في البلدان. احنا ومصحاب التضحية ما نخافوا عديان، سبيل الله والحرية احنا مجاهدين عليك يا فلسطين. نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بيمين نفديك بدمي يا غالي، يا أرض فلسطين قسما بالله العالي برب العالمين، يعلى علامك كلالي وجبالك حرين، قسما بالله العالي برب العالمين، يعلى علامك كلالي يا أرض صلاح الدين، يعلى علامك كلالي يا أرض فلسطين. نحن معاك شرقي غربي كلنا فدا، نتكلم من صميم قلبي للآخر أبدا. نحن معاك شرقي غربي كلنا فدا، نتكلم من صميم قلبي للآخر أبدا. نفديك بدمي وشعبي ومسبلين، شكون هو اللي عمرو ما سمع بأرض صلاح الدين عليك يا فلسطين. نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بيمين نفديك بدمي يا غالي، يا أرض فلسطين قسما بالله العالي برب العالمين، يعلى علامك كلالي وجبالك حرين، قسما بالله العالي برب العالمين، يعلى علامك كلالي وجبالك حرين، يعلى علامك كلالي يا أرض صلاح الدين. Merci beaucoup, merci Ahmed Delmi. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le plateau s'il vous plaît. Merci en tout cas, on a passé un très agréable moment en votre compagnie, monsieur Amir Delmi, qui je le rappelle, vous êtes chanteur chez Abi. Alors, les paroles sont très touchantes.
Les paroles sont très touchantes, ça nous a touchés, ça nous a émus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc en hommage bien sûr au peuple palestinien qui aujourd'hui malheureusement souffre contre qui est une région, les enfants on est ému par cette situation et l'Algérie est bien sûr partie prenante. L'Algérie a toujours soutenu ce peuple frère. Alors, on a quelques images qu'on va commenter. Donc, bien sûr, d'autres personnes qui soutiennent le peuple palestinien et engagées tout autant pour la cause palestinienne. Donc, Eric Cantona Riyad Mahrez, qui affiche sa solidarité, donc qui représente quelque part Riyad Mahrez, tout le monde sportif, donc avec le drapeau palestinien. On a aussi d'autres photos qui vont défiler tout de suite. Le club chilien Palestino qu'on voit sur cette image. Voilà, donc Amir Dami, vous avez des projets? Peut-être un album راح يخرجوا له. مازال شويه. على كل حال نوجدوا له باذن الله ان شاء الله. Très bien, je pense que vous avez eu le temps في الconfinement باش تكتب certaines propositions. Bien sûr. وشنو حاجه واعره انا ما نكتبش على كل حال انا نلحن برك نلحن كومبوزيتور. Et votre entourage, il vous encourage, la famille تاعك? Bien sûr, احنا على كل حال عائله فنيه. Ah, d'accord. الله يسلمك. La mère, le papa? Les frères, les frères aussi. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, Amir Delmi. Alors, on a une image donc de Eric Cantona. Voilà, donc Rachida Drakni. Voilà, j'ai du mal. Hoping for a Palestine. Très bien. Donc voilà, de plus en plus de personnalités soutiennent les Palestiniens. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Donc c'est la fin de cette émission. Amis du matin, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir été fidèles comme tous les matins. On peut finir en musique rapidement ici là où vous êtes, de là où vous êtes. Là vous restez là où vous êtes, de là où vous êtes, et une petite musique juste de fin. Très bien, allez-y. Et puis on a le temps en fait. Voilà. Merci d'avoir été en notre compagnie donc pour cette douce musique. Alors, c'est la fin de cette émission sponsorisée par Coral Peinture. Demain, c'est Emmanuel Almi qui sera aux commandes de votre matinale Le Bonjour d'Algérie. Restez avec nous avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain. J'espère à très bientôt. Au revoir. Le Bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture.